Je voulais parler rapidement, j'espère, parce que c'est long à expliquer, les formats des qualifications pour le mondial 2022 au Qatar. Donc, je posais la question hier, avant-hier, puis je dis, peut-être je vais en parler aux gars là, pour peut-être partager ça, puis faire un petit questionnaire. Chaque confédération, comment les pays, les sélections nationales de chaque confédération se qualifient pour un mondial, spécifiquement le mondial 2022 au Qatar. Et on va se poser quelques questions. Je vais d'abord rapidement expliquer un peu comment ça marche. Bon, au fond, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 confédérations qui 31 places au mondial, plus le Qatar, 31 places plus une, sont attribuées aux 6 confédérations de la FIFA, donc l'Asie, la CAF, l'Afrique, la CONCACAF, la CONMEBOL, l'OAFC qui est l'Océanie, puis la UEFA. Et juste rapidement, l'Asie, il y a 46 équipes qui participent au qualificatif pour ensuite donner 4 ou 5 qualifiés plus le Qatar. Pour l'Afrique, c'est 54 équipes qui vont seulement donner 5 qualifiés. La CONCACAF, on parle de 35 équipes qui participent au tournoi, à toutes les qualifications du début à la fin. Ça va donner 3 ou 4 qualifiés. L'Amérique du Sud, on parle de 10 équipes avec 4 ou 5 qualifiés. Ils ont gagné. L'Océanie, on parle de 11 équipes avec 0 ou 1 qualifié. Et enfin, l'UEFA, l'Europe, on parle de 55 équipes avec 13 qualifiés pour le mondial. Donc, par rapport à ce format-là, je veux juste rapidement passer à travers les formats de qualification pour ensuite se demander laquelle est la plus difficile. Donc ça, la question qui va venir. Et par exemple, l'Asie, ils ont un premier tour pour les équipes les moins bonnes, c'est les nuls. Mongolie, Laos, Malaisie, Timor oriental, ils se battent entre eux. Ensuite, ils se retrouvent au deuxième tour. Deuxième tour, c'est 8 groupes de 5. 8 groupes de 5 qui font des matchs aller-retour. Ensuite, les premiers de chaque groupe vont à un troisième tour, plus les 4 meilleurs en deuxième. Je sens un petit mépris dans ta voix là, quand t'en parles. Là. Non, mais c'est pas ça, vous allez voir, ça me fait rire. Donc, c'est 8 groupes de 5. Donc, les 4 premiers, les premiers de chaque groupe vont au troisième tour, plus les 4 meilleurs en deuxième. Et ensuite, ce troisième tour-là, c'est 2 groupes de 6, match aller-retour, puis c'est les premiers et deuxièmes de chaque groupe, donc tu en as 4 qui se qualifient pour le mondial, puis les deuxièmes, les deux troisièmes des 2 groupes font au 4e tour, et eux, ils se battent entre eux, pour ensuite, ce gagnant-là va jouer le match de barrage, puis intercontinental. Donc, imagine le parcours que ces sélections doivent faire. La CAF, c'est comme l'Asie, tu as un premier tour entre les sélections les moins bien classées de la FIFA. Ensuite, un deuxième tour qui se passe en ce moment où c'est 10 groupes de 4 équipes, match aller-retour. Le premier de chaque groupe se qualifie au troisième tour, qui est le tour final. Ça que je trouve. Ouais. Donc là, tu dis, on se bat entre nous, papa, on se rentre dedans. Ensuite, non, c'est pas fini. Ensuite, ensuite, le troisième tour, c'est simplement c'est un play-off. Donc, les 10 équipes qui sont là se rentrent dedans, match aller-retour. Donc, Nigeria-Algérie, s'ils se rencontrent, si les deux passent au troisième tour, match aller-retour et juste un qui passe. Donc, tu as 10 sélections qui sortent des groupes en Afrique pour faire des matchs aller-retour. Donc, c'est vraiment un meurtre, c'est une boucherie. La CONCACAF, on vous l'a expliqué, il y a un premier tour pour les équipes les moins bien classées. Et ensuite, le Canada est passé par ce processus bado, parce que le Canada était très mal classé, ils n'étaient pas directement dans l'octogonal. C'est important de le dire que le Canada n'est pas dans les privilégiés qui sont dans le dernier tableau. Non. C'est vrai. Ils doivent jouer contre les Saint-Vincent Grenadines. Exactement. Donc, si tu es classé de 6 à 35 à FIFA en juillet 2020, tu es réparti dans les 6 groupes de 5 pour jouer juste des matchs allés. Etc. Montserrat, Antigua, Bermude, Suriname, etc. Donc, le Canada en faisait partie. Ceux qui les attendent, c'est Mexique, États-Unis, Panama, Costa Rica, Salvador. Eux, ils les attendent dans l'octagonal. Et ensuite, tu as un deuxième tour où les vainqueurs de chaque groupe se jouent des matchs aller-retour, d'où le match aller-retour avec Haïti, et avec le pauvre gardien qui fait la bourde à ce moment-là. Donc, Canada passe contre Haïti pour ensuite se retrouver dans l'octagonal. L'Amérique du Sud, c'est pas compliqué. Eux, c'est mathématique. Tu as 10 pays en Amérique du Sud. C'est un championnat, en fait. En Amérique du Sud, tu as 10 équipes. C'est un tournoi de golf.
Donc, désolé, je parle beaucoup là, ceux qui écoutent, là, je sais que c'est long, là, mais c'est fascinant. Le CONMEBOL, c'est pas compliqué. Tu as 10 équipes, 4 qui sont qualifiées automatiquement, et le cinquième va disputer un barrage intercontinental. Évidemment, c'est tous un match aller-retour. Donc l'Océanie, je te dis, c'est quasiment, à moins que c'est échangé, mais pendant très longtemps, en fait, on disait que le CONMEBOL, ils avaient 5 équipes, en fait, parce que le cinquième, il jouait souvent contre la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où parfois tu avais une surprise. L'Australie, ils ont compris, ils l'ont fait, alors ils disent, nous, on va en Asie. Oui, en vrai, c'est vrai, t'as raison. Ils sont partis en Asie pour jouer, pour ne pas se taper l'Argentine sur une mauvaise qualification à la Colombie, et aussi jouer des matchs compétitifs. Parce que là, pour l'instant, si ça s'arrêtait maintenant, c'est la Colombie qui est cinquième. Donc, c'est pas un cadeau pour l'équipe. Et d'après les nouvelles que j'ai vues, surtout Wikipédia, il n'y a pas de processus de qualification en ce moment en Océanie parce qu'avec le Covid, puis tout le bordel, on peut les oublier. Et enfin, l'Europe, l'Europe, c'est 55 équipes qui sont réparties en 10 groupes, des groupes de 6, des groupes de 5. Et les vainqueurs de chaque groupe sont qualifiés automatiquement, puis les meilleurs deuxièmes. Les 10 meilleurs deuxièmes font des matchs de barrage entre eux. Puis, barrage en novembre, juste avant. Exactement. Voilà. Barrage, puis c'est des allers-retours et allers-retours. Donc, désolé d'expliquer tout ça, c'était long, j'ai pas eu le temps de faire un tableau récapitulatif pour le faire, mais c'est pour montrer comment c'est long d'arriver au mondial. Là, c'est très accéléré parce que on a l'impression que ça s'accélère. En fait, non, c'est le même timing pour tout le monde, mais c'est plus qu'avec le Covid, tu fais plus de matchs dans des périodes plus serrées. Puis, de ce que vous avez vu ou entendu, le peu que vous avez peut-être retenu de tout ça, quelle est la zone qui est la plus dure, la plus difficile de se hisser pour arriver au mondial 2022. Ne prenez pas en compte, je sais pas moi, le Suriname qui fait un parcours de fou qui arrive là-bas. Prenez une sélection qui est déjà dans le. Moi, je trouve que c'est l'Afrique. Sans équivoque. Moi, c'est l'Afrique par rapport déjà au nombre de pays qui peuvent y aller et comment est fait les qualifs. C'est hyper dur, en fait. Sérieux, il y a un groupe où il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans le même groupe. Genre, je veux dire, puis il n'y en a qu'un des deux qui passe. Et après, il pourrait y avoir un Côte d'Ivoire-Nigeria ou un Côte d'Ivoire-Algérie. C'est ça l'idée, en fait. Moi, je trouve ça, c'est très dur. Ouais, mais c'est sans équivoque parce que par rapport aux autres confédérations, l'Afrique a quand même un des niveaux les plus relevés parce que c'est quand même assez homogène, au même titre que l'Europe, par exemple. Mais non, c'est sans équivoque l'Afrique parce que on le voit en plus de ça, il y a parfois en plus deux périodes qualificatives qui se passent en même temps parce que en juin dernier, c'était pas sur la Coupe du Monde, mais c'était sur la CAN qui va se dérouler au Cameroun. Donc il y a en plus plusieurs processus de qualification qui se jouent en même temps. Des enchaînements, Moi, je trouve que cette confédération, parfois, elle ne cède pas, je trouve. Je sais pas après qui. Je sais pas comment le CONMEBOL a dit, moi, ce sera un championnat de 10 équipes, that's it, fin. Je sais pas qui octroie ce droit aux confédérations de faire ceci ou de faire cela. C'est des mecs qui pensent, qui réfléchissent et des confédérations qui suggèrent non. des idées. Ma question, c'est est-ce que c'est la FIFA qui dit, toi, t'as le droit de faire un championnat ou toi, t'as le droit de faire ceci? Parce que moi, je pense que c'est les confédérations qui décident de leur processus de qualification. Maintenant que la FIFA fait de l'ingérence peut-être, soit non officiel, officiellement, c'est l'UEFA qui décide. Nous, on va se qualifier comme ça. Si l'UEFA dit on va faire un match barrage pour tout le monde, donc non, parce que Julien, mais Julien, tu parles de la CONMEBOL et tout. En même temps, l'Amérique du Sud, ça reste relativement plus simple parce que tu as quand même beaucoup moins d'équipes. Tu te rends compte en Afrique comment tu as beaucoup d'équipes? Tu es obligé de faire un justement, processus éliminatoire. C'est une question de volume. Non, mais justement, Reg, il n'y a pas de problème sur le volume, mais tu sais, sur le fait de mettre les équipes. Comment tu pourrais mettre, par exemple, je sais pas, Cameroun et Côte d'Ivoire dans le même groupe s'il y en a qu'un qui passe, etc. Je vois, parfois, il y a des groupes là où tu as Guinée équatoriale. Tu sais, tu as des équipes, excusez-moi du peu, mais un peu moins fortes. Tu sais, à un moment donné, il faut aussi que tu puisses, entre guillemets, c'est protégé, oui, on s'entend. En Europe, tu n'auras jamais, normalement, Italie, France dans le même groupe ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, c'est arrivé, tu me diras, sur les qualifications pour l'Euro 2000, je crois. Mais c'était les deux premiers qui passaient de chaque poule. Ouais, mais c'est ça. Dans tous les cas, s'il y a des gros qui se retrouvent, ils vont passer comme meilleur deuxième. Donc je comprends pas comment c'est possible que les confédérations
je sais pas, se protège. Tu sais, tu parles, on s'entend que parfois il y a des trucs où on sait qui va arriver, genre. On sait que généralement en Asie, le Japon c'est toujours au rendez-vous, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite. Tu sais, c'est parce que ça va représenter quand même la Confédération. Et je trouve qu'en Afrique, parfois ils se tirent une balle dans le pied. C'est ne pas avoir l'Algérie ou la Côte d'Ivoire ou le Cameroun sur une Coupe du Monde, je trouve ça dommage. Oui, Je dis pas que les autres ne doivent pas avoir de chance. on rentre dans le débat que l'Afrique, par exemple, qui est un débat qui est là depuis que je me rappelle, que genre 5 places, c'est peut-être pas assez, il faudra peut-être Non, mais c'est pas mon point, la sauf. Hein. C'est pas mon point. Oui, mais c'est peut-être. Moi, je dis, si tu as les 5 places, essaye déjà au sein de ta fédération. T'assurer que ça soit quoi, les 5 meilleurs qui y vont à chaque fois, en fait? Pas de t'assurer, parce qu'après, c'est du football, tu vois. Mais non, oui, effectivement, mettre le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans le même groupe, je trouve ça dommageable. Mais garde ça en suspens, on parle juste après, juste s'il n'a pas encore parlé, pour lui, quelle est quelle confédération offre le chemin le plus difficile pour une nation plus ou moins régulière. Je trouvais ça intéressant, donc, comme je vous ai affiché le fait que Patrice Bernier ait posé la question récemment sur son compte Twitter, et puis il y a beaucoup de réponses. C'est vraiment un bon débat. Un peu comme tout le monde, je pense qu'on est capable on le reconnaît assez facilement que l'Afrique a le parcours le plus difficile, qui est surtout dû au fait c'est pas l'homogénéité vraiment des équipes. Au contraire, il y a quand même 50, 52, 54 équipes, mais il y a beaucoup de disparités, mais c'est plus qu'il y a beaucoup d'équipes pour peu de place, alors que de façon, le niveau médian dans la CONMEBOL est supérieur. Il y a personne qui peut vraiment argumenter. Je pense que même c'est sûrement le niveau médian le plus élevé de toutes les zones. Sauf simplement le fait qu'il y ait peut-être 6 équipes qui peuvent potentiellement, ou 5 qui peuvent potentiellement se qualifier sur les 10 ou 11, ça permet quand même de faciliter la façon de parler cette qualification, sachant que aussi c'est toujours les mêmes équipes. Donc dans le volet de la préparation, c'est plus simple. Ce sont les mêmes configurations. Nous, on peut toujours, une fois tous les 3 ans, découvrir que dans tel stade, il est en altitude, l'autre stade, il est comme ci, comme ça. Pour eux, c'est pas des surprises, c'est les mêmes équipes qui rencontrent tout le temps. Il n'y a pas non plus de qualification en tant que telle pour la Copa América. Ce sont les mêmes équipes. Et donc ça, il y a à la fois, oui, il y a des avantages, des inconvénients, mais il y a surtout un grand nombre de nations qui s'y qualifient. Et bon, ces nombres-là sont liés à historiquement à des parcours, à des jeux politiques, des avalanches qui étaient très puissants, et des blatteurs aussi qui avaient beaucoup de sensibilité pour l'Amérique du Sud. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, peut-être que même effectivement sur papier, peut-être même que le parcours asiatique il est plus compliqué, mais il faut aussi prendre en considération le niveau moyen des équipes, qui fait en sorte que c'est l'Afrique, et qui aujourd'hui, je pense pas forcément qu'elle se tire une balle dans le pied, comme le dit Julien, parce que il y a des résultats qui expliquent pourquoi certaines équipes sont dans certains chapeaux, et donc oui, tu pourrais peut-être tordre un peu les critères pour permettre à certaines équipes d'être mieux considérées, mais c'est souvent sur les récents parcours que ça se joue. Mais c'est vrai que en Europe, malgré que sûrement que les 8 meilleures nations sur les 12 sont européennes, le système est fait en sorte que il y a toujours grand maximum 1 ou 2 accidents, et encore accidents, c'est parce qu'il y a des générations qui sont moins bonnes, mais c'est fait vraiment pour t'assurer que le nombre de places qui va être accordé, ce sera sur toutes les grosses équipes vont avoir leur place. Il y a eu la Bosnie à un moment, ils avaient une belle génération. Mais c'est même pas vraiment des surprises en tant que telles, tu vois, les surprises, ce sont des anciens champions du monde, et ce serait des surprises, mais après le reste, c'est le lot du fait que bon, voilà, il y a des générations et autres, mais souvent on parle d'Afrique, on dit on n'organise pas les élections pour les perdre, et c'est vraiment ça qu'a fait l'UEFA, quoi, et qui fait aussi en sorte qu'il y a des mouvements au travers du monde pour changer la Coupe du Monde, pour changer les compétitions, et que en 2026 on passe à 48. En théorie, oui.
Comment ça, en théorie? En théorie, parce que 2026, c'est un flou pour moi. D'accord, ok. C'est pas officiel que le Canada a une place. Là, ils ont une place normalement, mais c'est pas écrit nulle part, en théorie. Et on sait pas, les matchs sont quand. En tout cas, oui, c'est 48, mais genre, il n'y a pas encore de plan officiel. Là. Ils ont les Bon, dans tous les cas, je veux dire, comme il n'y a pas beaucoup de continents qui peuvent envoyer plus d'équipes, donc on aurait peut-être un ou deux de plus en CONMEBOL, un ou deux de plus en CONCACAF, mais après le reste, c'est aussi les pressions de l'Asie et de l'Afrique qui permettent, avec la volonté de faire beaucoup plus d'argent du côté de la FIFA, d'arriver à ces situations-là. Et on est toujours surpris lorsque on dit mais qui veut d'une Coupe du Monde aux 2 ans? Ben, des gens qui n'ont pas croqué dans le gâteau depuis 50 ans. Ouais, eux, ils veulent une Coupe du Monde aux 2 ans. Et on tombe toujours de nu parce que nous, on a notre perspective qui est européano-centrée. On se dit, mais non, mais le système, il va très bien. Il y a rien à échanger. Et c'est là que, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu de ces considérations, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de places qui sont mises dans un espèce de comment on peut dire, comme de tournoi de préqualification. Imaginons qu'on mettait le même nombre de nations à la base et ensuite un grand tournoi de préqualification pour déterminer qui se retrouve à la Coupe du Monde. Ouais. Peut-être que à ces moments-là, on n'aurait pas cette situation de frustration accumulée pour d'autres marchés qui font peut-être des aberrations comme celles qu'on entend maintenant depuis quelques années sur les modifications de ces compétitions internationales. Après, moi, je pense que ces trucs-là, tu sais, oui, il y a ça. Je pense que, mais on n'est pas dupe non plus là. Je pense que la FIFA est pas dans une optique de tout le monde a droit au bonheur et tout le monde a droit à son petit parcours comme l'Islande en Coupe du Monde et genre on n'a pas le monopole du bonheur. Ils se disent que dans 4 ans, vous voyez l'oseille qu'on fait avec une Coupe du Monde. Might as well do it every 2 years. So we have more. Mais ça se vote en fait. Ils peuvent pas se lever le matin et décider ça. Ah non, ça c'est sûr. Parce que sinon ils le feraient. Et lorsqu'il y a des votes, ben, tu te dis mais en fait qui vote pour ça? Eh ben, ce sont les nations dont je te parle. C'est ces confédérations-là qui unanimement votent pour justement être assis à la table. Donc, c'est ça aussi, cette pression-là qui fait en sorte que peut-être que si, à la base, tu avais trouvé des mécanismes pour que tout le monde se sente concerné par tout ça, parce qu'on a normalisé l'idée que sur une compétition, sur 32 équipes à la Coupe du Monde, il y en a 15 européennes, et puis tout le monde trouve ça parfaitement normal. Peut-être que si, depuis le début, tu avais dit, écoute, il y a un nombre égal peut-être en partie un nombre égal et ensuite un nombre qui est lié à la performance du moment, peut-être que tu ne serais pas dans une situation où, lorsque tu as posé au vote la Coupe du Monde aux 2 ans, les 54 pays africains ils vont voter oui, et puis genre, même si les gros nations européennes ne sont pas contentes, ça passera pareil. Hypothétiquement, vous êtes un joueur professionnel, division 1, et puis les fans que j'écoute aussi, peut-être qu'ils écoutent plus tard, on vous donne le choix, quelle que soit votre raison, financière, émotionnelle, choisissez la raison qui vous convient. Dans quelle zone, dans quelle confédération voulez-vous vous qualifier pour le mondial 2022 ou 2026 ? Choisissez. Qu'est-ce qui vous kiffe ? La facilité, les voyages, vous voulez accumuler des aéroplans, c'est votre choix. Donnez votre raison. Des meilleurs terrains, une meilleure organisation globalement partout où tu vas, presque partout où tu vas. Tu as quand même plus de chances d'aller dans un stade où ta pelouse est correcte et tu vas pas te niquer la cheville dans l'UEFA que si tu vas au CONMEBOL, que si tu vas à la CAF ou que si tu vas en Asie. Donc je pense que ça serait plus le traveling et l'extra sportif, je dirais. L'hôtel cadré, les conditions sanitaires sont là, la bouffe bien cadrée. Écoute, qu'il n'y ait pas des gens qui débarquent sur le terrain pour dire lui, il n'a pas fait ses tests, on annule le match, et que tu as Messi qui met un chasuble de photographe, genre too much shit going on here. There's too much shit going on. Mais c'est le folklore en même temps. C'est parfait. Red chez UEFA, Sid. Quelle que soit ta raison. Peut-être même pas quelle raison tu t'es joué, tu veux te qualifier dans quel. Non, l'UEFA. Okay. Tout le monde cherche la sécurité. Pour les mêmes raisons, ok. Julien ? Non, pas du tout pour les mêmes raisons, parce que l'UEFA, parce que c'est ma confédération, point barre, donc j'en pas. C'est correct, bro. C'est ta raison, c'est correct. Julien ? Julien, il va dire l'Asie, je crois. Il est sur Julien, t'es en mute. J'aurais pris la CONCACAF, moi, pour les voyages, justement.
J'aime bien aimer Mexique, États-Unis, Jamaïque, tout ça. Intéressant, je trouve ça intéressant. Attends, sur la carte du Club Med, là, ouais, je confonds. Tu vois, Club Med, Jamaïque, Club Med. Bah, je préfère ce genre de déplacement que, je sais pas. CONCACAF, ok. Ouais, CONCACAF. Pour moi, j'aurais pris CONCACAF si je devais découvrir quelque chose. Est-ce que tu veux faire CONCACAF octagonal ou tu veux faire les Non, l'octogone direct. C'est pas de... Direct. Le passeport. Quoi que tu me diras pour les voyages, j'aurais peut-être pris l'autre au final. Les îles Grenadines, tout ça, je les ai rarement fait. Les îles Grenadines et tout ça, il a dit. Tout ça, Saint-Vincent Grenadines. Julien le Globetrotter. Et tu seras un joueur établi en Europe et tu ferais ces déplacements-là, c'est ça que tu dis? Ouais, tu sais, je ferais un Alphonso Davies. C'est un numéro du foot. J'aurais mon club et tout. C'est intéressant parce que, je veux dire, si on reprend vos commentaires sur la zone de préqualification, sur le moment de préqualification, vous aviez vraiment un désintérêt complet par rapport à ça. Ah, d'où? Moi, je savais même pas c'était quoi. Ok, mais donc là, toi, tu arrives à... On est dans du foot fiction, hein, notre discussion n'a aucun sens, mais tu arrives à te projeter dans le fait que toi, tu aurais été un joueur... Bon, allez, donc... Ouais. Oui. Mais les gars, c'est un jeu. J'aime le on est dans du foot fiction. Mais laissez Julien. Comment il a mis la table cible. Ah non, mais j'en peux plus. Déjà, comment il met la table, ça me régale. Julien, je te donne le droit de vivre. Je te donne le droit de rêver. Non, Julien, il est dans un monde parallèle. Ouais, non, juste pour que... Est-ce qu'on est un bon joueur? Est-ce qu'on a un joueur moyen? Joueur de division 1. Joueur de division 1. Non, de division 1, mais de quelle division 1? Ok, Europe, mais genre... ok, non, juste pour parce que c'est intéressant. Europe, top 5, ok. Top 5 tu es... top 5 ou pas? C'est ça, top 5 ou le reste? Europe... Est-ce que je joue à une Coupe d'Europe? Est-ce que je peux jouer une Coupe d'Europe ou pas? Non. Non, ok. Non, comme ça sera plus intéressant. Non, t'es pas Alphonso Davies. Tu joues la Europa Conference League. Voilà. Même pas. T'es genre comme t'es dans le ventre mou. Donc toi, tu joues à Hibernian. Voilà, dans ton ventre mou, où ta place, c'est quand même, faut que tu te tapes un peu pour ta place. Hein. T'irais aller à Saint-Vincent ou à... Non, c'est pour ça que mon premier choix s'est porté sur l'octogone direct. Eh ben peut-être que tu ne te rendras pas à l'autogone, puisque c'était justement ce qui avait fait beaucoup de mal aux Canadiens pendant un moment, où ils avaient du mal à attirer même les meilleurs talents canadiens. Que toi, tu ne serais même pas un des meilleurs talents, là, on parle d'un joueur de milieu de tableau. Un joueur du ventre mou. Qui sait très bien que c'est compliqué pour lui. S'il commence à faire des voyages et avec les conséquences que ça a de voyager à l'autre bout du monde, pour jouer dans ces nations qui sont, oui, c'est exotique, mais là, toi, tu es dans un stade où il n'y aura pas un stade compliqué, dans des ambiances compliquées, avec tes coéquipiers qui n'ont peut-être pas aussi eux envie d'être là. Je trouve que c'est un choix audacieux. L'octogone, c'est pas audacieux. Donc toi, tu serais du genre, pour un club, en termes de personnalité, tu serais du genre comme à rejoindre uniquement quand ils espèce de quoi, Scott, c'est quoi, c'est Arfield qui essaie de faire ça en ce moment, les gars, dans les commentaires. Donc toi, t'attendrais que les joueurs, donc tu serais un peu gros égo quand même. T'attendrais qu'il y ait des gars qui... La Thierry Henry qui veut pas jouer sur le synthétique de... Non, t'es pas Thierry Henry. On a dit que on a mis le profil du joueur. T'es très loin d'être Thierry Henry. Donc, je prends ma chance d'aller discuter avec le coach. Appelle-moi que si à l'octogone. D'accord, est-ce que tu peux tu peux prendre le relais à cette perche tendue, Sofiane, pour les expliquer. Il y a un joueur très près de ta sélection qui a eu ce même raisonnement. Et on va pouvoir enchaîner. On parle de $1. On parle d'$1. Et oui, mesdames et messieurs. On parle de $1. Parce qu'il est en concurrence avec Dolberg et Gouiri. Mais lui, c'est fort. A eu la bonne idée de dire à Belmadi qu'il allait. Appelle-moi quand vous allez au Qatar. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'il dit à Belmadi, je suis pas officiellement pour un an. Il a dit pour un an. Donc pour la Coupe du Monde, il l'a pas dit, mais c'était. Il a dit pour un an. Il a dit pour un an dans le message. Non, mais il n'a pas dit pour le Qatar. Si c'est le Qatar, je suis le bienvenu comme tu veux. Non, mais un truc avec $10, googlez pour ceux qui nous écoutent là.
Bon, non, mais là, Toi, googlez, tu as fini dans les faits divers avec des hashtags sur toi et tout. Non, mais googlez. On va mettre ce mec-là en sélection. mais je veux googlez simplement la conférence de presse de Belmadi, elle est. Mais Djabel Belmadi, lui, Ouais, il faut pas oublier une chose là. C'est un Algérien, mais il faut pas oublier, il est made in Paris. Il a une attitude vraiment genre intense. Le gars, il gives no fudge. C'est ça ce que j'adore avec lui. De temps en temps, il se fait mal lui-même, mais il est agressif. Puis c'est très bien avec ça. Ce qui est fascinant, c'est que le cas Andy Dollar, puis j'avais prévenu quelques amis médias américains il y a quelques années par rapport à leurs binationaux allemands. Puis le Canada, faites attention aussi pour tous mes confrères canadiens. Les binationaux, c'est un arme à double tranchant. Tu sais, as plusieurs tranches ou niveaux Ouais, de mais ne binationaux. comparez pas un binational à Andy Delors. Il a joué une demi-minute à la CAN et tout. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est la. Ah si, mais il faut contextualiser quand même le truc. Non, mais il y a une différence entre. Oui, je suis d'accord, mais tu as l'impact sur l'opinion publique, le stress que ça met, et soudainement, les sections européennes, les clubs européens qui profitent de la Covid, bah, nous, si tu vas dans les pays zones rouges, pas en Europe, tu restes à la maison. Donc, c'est pour dire, c'est que ils ont mis l'impression pour dire non, les joueurs à la CAN, on ne veut pas qu'ils aillent, quoique ils ont Boudaoui et Attal qui ont rien dit de ça, donc c'est un peu bizarre. Mais juste pour dire, c'est qu'un avertissement à tous les fans de binationaux, c'est une arme à double tranchant, puis il faut que les fédérations et les équipes nationales le gèrent de façon saine et directe, comme a dit ici par rapport à Airfield. C'est lui, quand les Rangers, puis Steven Gerrard, lui, toi tu restes, sinon tu joues plus, ben, peut-être il va peut-être rester. Mais juste pour dire, c'est pas tout le temps blanc ou noir, il y a beaucoup de gris, même dans le cas d'Andy Delors. Un jour, j'aurai le courage de parler dans un space Twitter équipe d'Algérie, là où j'ai 150 personnes, j'aurai le courage de parler. Mais c'est un cas très intéressant. Très intéressant. Et